Bien bonjour. On se retrouve pour l'explication du texte de La Rochefoucauld, donc c'est le petit c du grand 2, vous l'avez sur votre feuille. Donc La Rochefoucauld, l'amour-propre comme obstacle à la connaissance de soi. Je vais relire le texte pour qu'on soit tous un peu dans le bain, et ensuite on va l'analyser progressivement. C'est pas un texte facile, certains d'entre vous ont déjà travaillé dessus, comme ça servira à la fois de cours et de corriger pour ceux qui ont fait l'exercice et qui l'ont rendu. Donc, l'amour-propre est l'amour de soi-même et de toute chose pour soi. Il rend les hommes idolâtres d'eux-mêmes et les rendrait les tyrans des autres si la fortune leur en donnait les moyens. Il ne se repose jamais hors de soi et ne s'arrête dans les sujets étrangers que comme les abeilles sur les fleurs pour en tirer ce qui lui est propre. Rien n'est si impétueux que ses désirs, rien de si caché que ses desseins, rien de si habile que ses conduites. Ses souplesses ne se peuvent représenter, ses transformations passent celles des métamorphoses, et ses raffinements ceux de la chimie. On ne peut sonder la profondeur, ni percer les ténèbres de ses abîmes. Là, il est à couvert des yeux les plus pénétrants, il y fait 1000 insensibles tours et retours. Là, il est souvent invisible à lui-même. Il y conçoit, il y nourrit et il y élève, sans le savoir, un grand nombre d'affections et de haines. Il en forme de si monstrueuses que lorsqu'il les a mises au jour, il les méconnaît ou il ne peut se résoudre à les avouer. De cette nuit qui le couvre naissent les ridicules persuasions qu'il a de lui-même. De là viennent ses erreurs, ses ignorances, ses grossièretés et ses niaiseries sur son sujet. De là vient qu'il croit que ses sentiments sont morts lorsqu'ils ne sont qu'endormis, qu'il s'imagine n'avoir plus envie de courir dès qu'il se repose, et qu'il pense avoir perdu tous les goûts qu'il a rassasiés. Mais cette obscurité épaisse, qui le cache à lui-même, n'empêche pas qu'il ne voit parfaitement ce qui est hors de lui, en quoi il est semblable à nos yeux, qui découvrent tout et sont aveugles seulement pour eux-mêmes. Donc c'est un très beau texte, évidemment. Je propose qu'on s'arrête sur la première ligne, dans laquelle La Rochefoucauld va définir ce qu'il entend par l'amour-propre. Donc je relis la première ligne. L'amour-propre est l'amour de soi-même, premier ingrédient de la définition, et de toute chose pour soi, deuxième ingrédient. Donc, ici, vous voyez que vous avez vraiment une définition en deux volets, si vous voulez. Définit l'amour-propre par ses objets. Donc amour de soi-même d'un côté, amour de toute chose pour soi. Je commencerai par insister sur le fait que l'amour de soi-même, en soi, c'est pas un problème. Il n'y a pas encore de critique dans cette définition de l'amour-propre. L'amour de soi-même, c'est l'idée qu'on est naturellement attaché à notre propre personne, peut-être plus qu'à celle des autres, mais en tout cas que on fait un effort pour rechercher ce qui nous convient. Bon, là, il n'y a pas vraiment de difficulté. En fait, la difficulté, elle arrive dans la deuxième partie de la définition, l'amour de toute chose pour soi. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour de toute chose pour soi? Je pense qu'il faut commencer par écarter une première interprétation qui serait une interprétation utilitariste. Aimer toute chose pour soi, ce serait rechercher son intérêt dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on voit, dans toutes les personnes qu'on fréquente. Ce serait rechercher ce qui nous est utile. Ici, c'est pas vraiment l'idée de La Rochefoucauld. C'est-à-dire que ça, ce serait le comportement, je sais pas, d'un entrepreneur ou d'un homme avide de succès. Sauf qu'ici, il nous parle de l'amour-propre. Donc, on va voir que l'amour-propre, il va rechercher ce qui peut le nourrir, quitte à déformer ce qui l'entoure, quitte à déformer notre rapport à la réalité, notre rapport aux autres, et notre rapport à nous-mêmes. Et c'est là que l'amour-propre va poser un problème. C'est que la grande idée de ce texte, c'est que l'amour-propre, c'est une sorte de miroir déformant, plutôt de miroir, alors je sais pas si c'est une meilleure expression que déformant, en tout cas une surface qui va abstraire des choses, ce qui dans les choses peut flatter notre ego, peut flatter notre estime de nous-mêmes, si vous voulez. Donc il rend les hommes idolâtres d'eux-mêmes et les rendrait les tyrans des autres si la fortune leur en donnait les moyens. Ici, c'est l'idée qu'effectivement, euh, cette force en nous, qui est l'amour-propre, va nous pousser à nous vouer un culte à nous-mêmes. Vous voyez, idolâtre, un idolâtre, c'est quelqu'un qui va avoir un rapport religieux à quelque chose, en tout cas une idole. Bon. Et l'idolâtrie, dans la théologie chrétienne, c'est justement ce rapport où on va en fait confondre ce qui est important et ce qui l'est pas. Si vous voulez, on va confondre la statue et le Dieu qui est représenté par la statue. C'est exactement ce qui se passe dans l'épisode du veau d'or, dans la Bible. Pendant que Moïse est sur le mont Sinaï en train de recevoir les tables de la loi de la part de Dieu, les Juifs qui sont dans le désert se mettent à vouer un culte à un veau d'or.
Et quand Moïse revient, il les engueule, il leur dit: «Mais attendez les gars, vous avez rien compris. Hem, déjà d'une part, vous vouez un culte à l'image d'un animal, donc vous vous mettez en dessous de l'animal, c'est pas terrible. Mais surtout, vous rendez un culte à une statue. Vous faites comme si le dieu était dans la statue ou dans la représentation, alors que normalement la représentation ne fait que renvoyer à quelque chose qui n'est pas la représentation, à savoir au Dieu réel. Bon. C'est un peu comme si les chrétiens vouaient un culte non pas à Dieu, mais à la croix qui est le symbole de Dieu. Donc ici, on voit bien qu'il y a ce genre d'erreur, finalement, on va vouer une importance extraordinaire à ce qui ne devrait pas en avoir, à savoir nous-mêmes. Donc je passe directement à la troisième ligne. Il ne se repose jamais hors de soi, et ne s'arrête dans les sujets étrangers que comme les abeilles sur les fleurs pour en tirer ce qui lui est propre. Alors, ici une première remarque, à la ligne 3, vous voyez le mot sujet, hein, les sujets étrangers. Ça c'est un usage un peu étrange de la langue du XVIIe qui va employer le mot sujet pour désigner ce que nous, on appelle un objet. Donc en fait, quand vous lisez ici les sujets étrangers, il faut comprendre les objets étrangers. Bon, les choses qui ne sont pas nous. Voilà. Donc, il ne s'arrête dans les sujets étrangers que comme les abeilles sur les fleurs pour en tirer ce qui lui est propre. Là, dans une explication de texte, il faut absolument rendre compte de cette métaphore de l'abeille. Enfin, c'est une comparaison, puisqu'il y a un terme de comparaison, comme. Pourquoi est-ce qu'il emploie cette comparaison? Pourquoi est-ce que le rapport entre l'amour-propre et ses objets, c'est les objets auxquels il s'attache, c'est le même que le rapport de l'abeille à la fleur? Qu'est-ce qui intéresse l'abeille dans la fleur? Pourquoi la fleur, ça intéresse les abeilles? Ce qui intéresse les abeilles dans les fleurs, c'est le pollen. C'est-à-dire qu'elles vont trouver du pollen à ingérer, et ensuite à recracher plus tard dans la ruche sous forme de miel. Je suis pas un expert sur les abeilles, mais je crois que c'est comme ça que ça fonctionne à peu près. Donc ça veut dire qu'il y a un truc très particulier et très partiel dans la fleur qui intéresse l'abeille, c'est le pollen. Mais donc, à quoi ne s'intéresse pas l'abeille? Elle s'intéresse pas à la beauté de la fleur, donc à l'organisation de ses pétales, aux formes géométriques que peuvent former ses pétales. Elle s'intéresse pas à la taille de la tige. Elle s'intéresse pas au type de chimie qui peut donner lieu à la production de pollen. Non, non, ça elle s'en fout. Elle le laisse de côté. Elle s'intéresse simplement au pollen. Ici, vous voyez qu'on a une très bonne description de l'amour-propre. La Rochefoucauld veut dire que l'amour-propre, c'est la force en nous qui nous fait rater la vérité des objets ou la vérité de nos relations avec les autres. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par amour-propre, je vais avoir tendance à minorer les critiques qu'on me fait, ou à ne retenir que ce qu'on dit de bien à mon sujet. Je vais avoir tendance, par exemple, à, pourquoi pas, éprouver de l'amour pour une personne, non pas qui mérite mon amour, mais qui va elle-même me donner l'impression que je suis quelqu'un de bien. Vous avez très souvent ça dans un grand roman du XXe siècle qui s'appelle À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust. Je vous recommande la lecture du roman, même s'il fait 3000 pages. Le narrateur de ce roman avoue à plusieurs reprises qu'il a un grave défaut, qui est de ne tomber amoureux que des femmes qui sont déjà amoureuses de lui. Et ici, très classiquement, on a un mécanisme de l'amour-propre qui consiste à se dire je l'aime, non pas parce qu'elle est aimable, parce qu'elle a des qualités qui feraient qu'elle est aimable. Par exemple, elle est belle, elle est intelligente, pourquoi pas elle est riche, je sais pas, hein, on fait ce qu'on veut. Mais je l'aime parce qu'elle m'aime. Donc je l'aime parce qu'elle me donne une gratification égotique, une gratification de l'ego, qui satisfait mon amour-propre. Donc vous voyez, ici, mon amour-propre va me laisser penser qu'elle est aimable, qu'elle a des qualités, alors qu'en soi, la seule qualité qu'a cette femme, c'est qu'elle m'aime. C'est qu'elle est déjà amoureuse de moi. Donc elle donne à manger à mon ego en me donnant l'idée que je suis quelqu'un de bien, que je suis aimable. Donc ici, on a vraiment le mécanisme de l'abeille avec la fleur, c'est-à-dire que l'amour-propre va déformer la réalité pour ne retenir de ce qui est réel que ce qui l'intéresse. Donc en fait, c'est une puissance d'abstraction. C'est une puissance qui va découper dans les choses des petites portions, hein. Un peu comme dans une planche de bois, on peut couper des morceaux qui ressemblent à des cercles ou à des carrés ou à des triangles. Et donc, ça va nous faire rater la réalité, rater ce qui est réel. Le problème, c'est que cette puissance en nous, euh, elle est forte, elle est dissimulée, et elle est, comme le dit La Rochefoucauld, habile. Donc là, je passe à la phrase suivante, hein, pour expliquer ces trois propriétés. Donc ligne 4, rien n'est si impétueux que ses désirs, rien de si caché que ses desseins, rien de si habile que ses conduites. Donc ici, on n'a pas simplement une accumulation rhétorique, on a vraiment une description propriété par propriété de l'amour-propre. Propriété numéro 1, l'amour-propre, il est impétueux.
Vous savez que impétueux, c'est un adjectif qu'on emploie souvent pour désigner les animaux. Un cheval est impétueux, un chien est impétueux, éventuellement pour désigner des objets inanimés, comme les fleuves, par exemple. Bon. Impétueux, ça veut dire intense, puissant ou vigoureux. Donc là, on voit que euh, l'amour-propre, c'est une force qui ne peut pas être négligée en nous. On doit en tenir compte parce qu'elle peut nous forcer à obtenir ce qu'elle désire. L'amour-propre est impétueux, ça veut dire il est fort, c'est une force puissante. Deuxième propriété, rien de si caché que ses desseins. Alors là, faites bien attention, donc ces dessins EINS à la fin, donc c'est pas le dessin qu'on fait sur une feuille de papier avec un crayon, on est d'accord? Ici, le dessin, c'est le projet ou l'ambition. Avoir des dessins, c'est avoir des projets, avoir des idées derrière la tête, quoi. Et donc là, l'auteur nous dit que ces dessins sont cachés, ils sont dissimulés. Et ça, c'est le grand problème de l'amour-propre, c'est que quand on agit par amour-propre, on n'en est pas conscient. L'amour-propre est une force qui passe sous le radar de la conscience. On se rend pas compte qu'il agit en nous. Et c'est tout le problème qu'il pose, c'est que dans la question qu'on se pose, à savoir bah, finalement est-ce que la conscience nous permet de nous connaître nous-mêmes, là on a un premier écueil, on a une première difficulté, qui est qu'il existe des forces dans l'esprit qui échappent à la conscience. Et l'amour-propre fait partie de ces forces. Donc ça veut dire que il y a en nous quelque chose qui a des désirs, qui a des objectifs, qui a des plans, et ces plans ne parviennent pas à la conscience. Donc ça veut dire que, enfin la conclusion qu'il faut en tirer, c'est que le sens de nos propres actions et de nos propres motivations peuvent nous échapper. Si c'est vrai, ça veut dire qu'il peut être sans doute très difficile de se connaître soi-même. Qui peut donner le sens de mes actions à part moi? Bah personne. Donc ces dessins sont cachés, ils sont dissimulés, hein, on peut pas s'en rendre compte. Troisième propriété, rien de si habile que ses conduites. Donc là, on a une sorte de développement sur la propriété numéro 2, l'idée d'habileté. Je pense que ce que veut dire La Rochefoucauld, c'est l'idée que l'amour-propre peut employer des stratégies et surtout peut employer des déguisements. C'est-à-dire que non seulement il se cache, mais aussi il se déguise. Par exemple, il peut prendre le masque de ce qui lui est apparemment contraire, à savoir l'humilité. La Rochefoucauld est en train de nous dire que même dans les conduites apparemment les plus modestes, il peut se cacher de l'amour-propre. Même ces conduites-là peuvent être motivées par le désir de satisfaction égotique. On peut penser à certaines conduites religieuses, hein. Les gens qui tiennent absolument à ce qu'on sache qui sont les plus vertueux possibles, qui se rendent souvent sur leur lieu de culte, par exemple à l'église, si je prends l'exemple des chrétiens. Voilà, les gens qui vous font sentir qui sont plus saints que vous. Il y a une expression en anglais qui dit holier than thou, genre plus saint S-I-N-T que vous. C'est bon les gens qui se la pètent en fait. Voilà, c'est les gens qui se la pètent, qui se prennent pour des êtres supérieurs parce qu'ils ont une conduite absolument irréprochable. Bah, le problème, c'est que normalement, dans la conduite du chrétien, en tout cas, je m'avance pas pour les autres religions que je connais un peu moins, mais dans la conduite du chrétien, il y a cette idée d'humilité. Sauf que si vous tenez absolument à être le mec le plus humble de la terre, est-ce que c'est l'humilité qui guide vraiment votre conduite? Pas sûr, pas sûr. Donc en fait, la Rochefoucauld nous montre que même quand on fait acte de contrition, même quand on se confesse, même quand on dit parfois je suis désolé, est-ce que le motif est vraiment l'altruisme ou l'intérêt pour les autres ou voilà, ou est-ce que c'est pas encore une fois une ruse de l'amour-propre? C'est ça cette idée d'habileté, c'est qu'il va se déguiser et même se déguiser en son contraire. Donc on a une amplification de ces trois propriétés dans la fin de la phrase, hein. Ces souplesses ne se peuvent représenter, ces transformations passent celles des métamorphoses, et ces raffinements ceux de la chimie. On retrouve une structure ternaire, mais bon, là je le dis parce que j'aime bien la rhétorique, mais on est en philo, donc on s'intéresse pas forcément à ces effets de structure. Là, ce qui m'intéresse, c'est les allusions aux sciences occultes. Parce que là, il vous parle de quoi? Il dit les transformations de l'amour-propre dépassent en fait euh, les transformations qu'on peut observer dans les métamorphoses. Donc là, un, deux, trois. On a une allusion assez claire à la mythologie gréco-romaine, l'idée que les dieux vont prendre d'autres apparences, que par exemple Zeus va se transformer en bœuf pour aller enlever Europe. Bon. Et donc, vous avez l'idée que l'amour-propre est
extraordinairement rusé, qui peut vraiment prendre n'importe quel avatar. Et la Rochefoucauld va aller jusqu'à adopter le vocabulaire de l'alchimie, puisque en fait, il le dit ouvertement, hein, dans la dernière partie de la phrase, ces raffinements passent ceux de la chimie. En fait, quand il utilise le mot de chimie, il faut pas comprendre que c'est la chimie scientifique comme celle qu'on a de nos jours, celle par laquelle on va créer des médicaments ou des substances agricoles, ce genre de choses. Non, non. Ici, il faut vraiment comprendre alchimie. Donc l'alchimie, je vous rappelle, à partir de la fin de l'Antiquité et jusqu'à assez tard dans l'époque moderne, c'était la pratique magique par laquelle on pensait pouvoir transformer le plomb en or. Donc on allait prendre un métal qui n'avait aucune valeur, et par certains rituels, on allait essayer de le transformer en quelque chose qui avait beaucoup de valeur. Vous qui avez fait de la vraie chimie, de la chimie scientifique, vous savez que c'est pas possible. C'est pas possible parce que, en fait, pour le faire, il faudrait avoir une toute petite pince, et il faudrait enlever un électron ou un proton dans chaque molécule. Bon, ça marche pas comme ça la chimie, d'accord? Vous pouvez pas transformer le plomb en or. Mais à l'époque, on pensait que c'était possible, par un long processus de raffinement, voilà. Et donc là, il explique que finalement, la mutabilité, c'est-à-dire la capacité de l'amour-propre à évoluer et à changer, dépasse euh, les raffinements de l'alchimie. Donc finalement, l'idée, je pense que j'ai pas été très clair, l'idée c'est l'amour-propre est encore plus subtil dans ses changements que le plomb quand on allait essayer de le transformer en or dans l'alchimie. Donc, répétition du thème du caractère caché de l'amour-propre, hein. Ligne 3, 6, ligne 7. On ne peut sonder la profondeur ni percer les ténèbres de ses abîmes. Je continue, hein. Fin de la ligne 7. Là, il est à couvert des yeux les plus pénétrants. Il y fait 1000 insensibles tour et retour. Là, il est souvent invisible à lui-même. Il y conçoit, il y nourrit, et il y élève sans le savoir un grand nombre d'affections et de haines. Il en forme de si monstrueuses que lorsqu'il les a mises au jour, il les méconnaît, ou il ne peut se résoudre à les avouer. Alors ici, vous avez un point très important du texte, c'est l'idée que dans son caractère productif, dans ce que produit l'amour-propre, il y a deux points importants. Premièrement, l'idée que l'amour-propre cause certains de nos mouvements affectifs, donc cause certaines de nos émotions. Vous voyez, il y conçoit un grand nombre d'affections et de haines. Ça veut dire que l'amour-propre est la cause qui fait que, dans certaines occasions, nous éprouvons des sentiments plus ou moins violents vis-à-vis des événements, vis-à-vis des personnes, vis-à-vis de plein de choses. Donc ça veut dire que je peux aimer par amour-propre, je peux haïr par amour-propre. Bon, très bien. Donc l'amour-propre est la cause du sentiment. Mais, point numéro 2, vous voyez bien que la Rochefoucauld dit sans le savoir. Sans le savoir. Donc ça veut dire que d'un côté, l'amour-propre cause nos sentiments, mais d'un autre côté, on ne sait pas que c'est l'amour-propre qui cause ces sentiments. Donc on revient à l'exemple tout à l'heure que je donnais avec la recherche de Proust. J'aime une femme, mais je sais pas pourquoi je l'aime. Et je sais pas, surtout, que c'est l'amour-propre qui est cause que j'aime cette femme, qui est la raison pour laquelle j'aime cette femme. Donc vous voyez que l'amour-propre produit le sentiment, et à côté, il nous dissimule le fait que c'est lui qui produit ce sentiment. Par exemple, euh, je me fâche parce que un type me coupe dans la circulation, un type me fait une queue de poisson en voiture, et je me fâche. Et ma colère vient de l'amour-propre, mais je le sais pas. Je le sais pas parce que je me dis, ah, je suis fâché parce qu'il a eu un comportement dangereux, il aurait pu me tuer. Non, la vérité c'est que je suis fâché parce que c'est humiliant de se faire couper la route. Ça nous renvoie à l'idée que bah, les autres sont plus importants que nous et on compte pour rien, quoi. Comme quand quelqu'un nous dépasse en nous bousculant dans la rue, c'est blessant pour l'amour-propre parce que c'est comme si on n'existait pas, comme si on était invisible. Bon. Donc voilà, on a une émotion et en fait la causalité productrice de cette émotion nous est dissimulée, elle nous est pas visible. Donc ça veut dire qu'on comprend pas nos propres émotions. On ne se comprend pas. Donc là on arrive vers le cœur du texte, à savoir l'idée que l'amour-propre va troubler notre rapport à nous-mêmes. Il fait qu'on ne se comprend pas. On devient des énigmes à nous-mêmes à cause de l'amour-propre. Et vous voyez, ligne suivante, de cette nuit qui le couvre, donc du fait que l'amour-propre soit caché, naissent les ridicules persuasions qu'il a de lui-même. De là viennent ses erreurs, ses ignorances, ses grossièretés et ses niaiseries sur son sujet. De là vient qu'il croit que ses sentiments sont morts lorsqu'ils ne sont qu'endormis,
qu'il s'imagine n'avoir plus envie de courir dès qu'il se repose, et qu'il pense avoir perdu tous les goûts qu'il a rassasiés. Donc vous voyez que, encore une fois, La Rochefoucauld personnifie l'amour-propre, il en fait vraiment une puissance distincte dans l'esprit, une puissance qui échappe à la conscience et qui a des intérêts à côté de ceux de la conscience, hein.